Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil et bienvenue dans ce journal. Je vous invite à suivre tout de suite la présentation des vœux de Nouvel An au président de la République. C'était hier mardi au palais présidentiel. En tête de cérémonie, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Pour ouvrir le grand bal de présentation de vœux au président de la République, tout d'abord, les présidents des grandes institutions de la République, par ordre protocolaire, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le premier vice-président du Conseil économique et social, la grande chancelière de l'ordre national, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. Le gouvernement ensuite avec, selon l'ordre protocolaire, les ministres d'État suivis par les différents ministres, les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan, de Yamoussoukro, les secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'état-major particulier du président de la République, les principaux directeurs de la présidence. La queue était longue, mais avec respect et attachement, ils sont venus présenter leurs vœux au président de la République. En vue de s'assurer de la présence effective des agents et fonctionnaires de l'État à leur poste, des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont sillonné lundi 4 janvier dernier certains services de l'administration publique. Le reportage est signé Félix Amani et par Gassoro Kodé. Ce sont des agents et inspecteurs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ils sont en mission dans les services de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts au plateau ce lundi 4 janvier, premier jour de travail de l'année 2016. Il s'agit de se rendre compte de l'effectivité de la reprise du travail après les fêtes de fin d'année. Nous allons faire en sorte que les fonctionnaires soient dignes des Ivoiriens et que les fonctionnaires jouent parfaitement leur rôle dans la réalisation de l'ambition que le président de la République nourrit pour la Côte d'Ivoire, à savoir en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Donc nous ferons en sorte que notre fonction publique soit à la hauteur. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite également les agents et fonctionnaires de l'État à respecter les horaires de travail, 7h30, 12h30 le matin et 13h30, 16h30 l'après-midi. Cissé Bakongo dit s'impliquer personnellement au respect de l'assiduité et de la ponctualité dans les différents services de l'administration publique. Je serai là au bureau à partir de 6h30 pour commencer moi-même la visite des différents bureaux du bâtiment à partir de 7h30 pour m'assurer que tout le monde est à son poste et que les usagers ne viennent pas attendre indéfiniment dans le couloir du ministère de la fonction publique sans être satisfaits. En plus de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts, plusieurs services de l'administration publique sur tout le territoire national recevront la visite des agents et inspecteurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Ouverture ce lundi à Abidjan de la 17e édition de la masse commune de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. La Côte d'Ivoire, qui accueille les directeurs généraux des loteries des 8 pays de l'UEMOA, va recevoir des œuvres sociales de l'ensemble des loteries et de l'espace. Les précisions de Jean-Jacques Kwameala. Abidjan, capitale ouest africaine de la loterie et du pari mutuel urbain, à la faveur de la 17e édition masse commune de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Un événement annuel et tournant initié par les sociétés de loterie nationale et les paris mutuels urbains de l'espace UEMOA. Il vise à renforcer le processus d'intégration et à réduire la pauvreté dans cette zone. La présente édition, qui s'achève le 8 janvier prochain, connaît une innovation de taille. Pour la première fois, en effet, le prix de la mise de base est porté de 200 à 300 francs pour le quartier. L'objectif de cette modification est évident. Il s'agit d'obtenir une augmentation substantielle de la masse à partager en vue de proposer des gains plus attrayants. Pour le gouvernement ivoirien, les sociétés de loterie nationale et des paris mutuels urbains
de l'espace UEMOA se positionnent comme des partenaires au développement. Les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains occupent une place de choix dans les programmes mis en œuvre par les gouvernements pour soustraire une partie de nos populations à la précarité sociale, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, contribuent effectivement à faire reculer la pauvreté dans nos pays. Comme il est de coutume, chaque édition de la masse commune se ponctue par une œuvre sociale dans le pays hôte. Cette année, des matériels médicaux seront offerts au service des urgences des gynécologies obstétriques du CHU de Cocody, en plus de la réhabilitation de la maternité de l'hôpital général d'Abobo. De 2011 à 2015, les recettes douanières sont passées du simple au double. En reconnaissance de ces performances, le DG des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly, a été promu au grade de contrôleur général par le chef de l'État. Une première pour cette administration. Les nouveaux galons de l'officier ont été arrosés lundi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Objectif, célébrer le mérite et surtout exhorter les douaniers à redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources financières nécessaires au développement de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko, Adama Kone. Au lendemain de la crise post-électorale, l'administration douanière a su tenir avec efficacité sa double mission de protection du territoire économique et de pourvoyeuse de recettes fiscales. Sur les 4 dernières années, le niveau des recettes a été multiplié, presque par 2. De 2011 à 2015, les douanes ivoiriennes ont enregistré des performances exemplaires. Les recettes douanières sont passées de 832 milliards de francs CFA en 2011 à 1526 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 83,4% au cours des 4 dernières années. Des résultats remarquables à mettre à l'actif de l'administration douanière dans son ensemble, mais davantage aux qualités managériales du directeur général, le colonel-major Issa Coulibaly, lesquels résultats ont par ailleurs permis de maîtriser le front social et d'améliorer les relations avec les opérateurs économiques. Toutes choses qui ont valu à l'officier supérieur d'être élevé le 21 décembre dernier au grade de contrôleur général des douanes par le président de la République, Alassane Ouattara. Un beau cadeau de Noël que le promu promet de valoriser. Je ferai en sorte de ne pas être pris à défaut. Je suis donc prêt pour vos ordres, pour le combat, avec tout l'engagement et le dévouement requis. Sorti de l'école nationale d'administration en 1982, Issa Coulibaly est le tout premier officier de douane à revêtir les attributs de contrôleur général en fonction dans cette administration. Le reportage de Lansine Bakayoko a été commenté pour vous par Adama Kone. La MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, compte plus de 4000 détenus, au nombre desquels de nombreuses femmes. Des femmes qui affrontent au quotidien les réalités de la prison. Comment vivent-elles leur situation? Comment se sont-elles retrouvées dans ce milieu carcéral? Sont-elles prêtes à se racheter face à la société? Incursion maintenant dans l'univers des femmes détenues de la MACA. Notre guide s'appelle Serge Colléa. Scène de joie dans une prison. Des détenues femmes célèbrent la libération d'une de leurs congénères. C'est un événement qui constitue l'un des rares moments de joie en milieu carcéral. Il y a une femme qui vient de libérer de suite. Donc on est heureux. Nous sommes à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le plus grand pénitencier de la Côte d'Ivoire, avec plus de 4000 détenus, au nombre desquels figurent 128 femmes. Elles sont logées au bâtiment F. 2 d'entre elles acceptent de nous faire partager leur quotidien. Vous êtes ici pour quel délit? Coup et blessure mortelle. Je suis détenu ici à la MACA depuis le 23 janvier 2012. Je suis ici, ça fait 2 ans, 5 mois. Coup, blessure mortelle. Les conditions de vie ici, on peut dire pour certaines personnes, c'est bon. Mais pour d'autres, vraiment, ce n'est pas du tout bon. C'est dur parce que les enfants sont dehors. Une femme qui est en prison, tu ne sais pas comment les enfants vont devenir demain. Pour avoir enfreint les lois de la société, ces femmes cohabitent tant bien que mal dans cet univers pas forcément paisible. Il y a certaines personnes qui sont là, qui vivent dans la rue comme ça. Donc quand ils viennent ici, on n'a pas les mêmes habitudes. Ici, on a des gens qui commettent des simples vols.
Il y a des gens aussi qui commettent des homicides involontaires, il y a des gens qui commettent des meurtres. Donc ça veut dire que c'est plusieurs personnes, plusieurs mentalités qui se retrouvent ensemble, qui vivent ensemble. Et c'est sûr que quand il y a cette cohabitation, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. À la MACA, il existe un service social. Son rôle, aider ces femmes à se remettre sur le droit chemin. Ce sont des gens qui peuvent se racheter, puisque nous avons différents ateliers, l'atelier de couture, il y a la broderie qui existe, il y a une salle d'alphabétisation et une salle d'informatique qui est en train d'être mise en œuvre. La prison, c'est un autre monde. Et quand on y vit des années, comme à nos deux interlocutrices, on est souvent amené à une véritable prise de conscience. Il est plus d'aujourd'hui. Je veux que Dieu me donne libération. Si je suis sorti ici, je vais changer. Tout ce que je fais, je veux que Dieu me pardonne pour tout ce que je fais. Je veux qu'elle reprenne ma vie nouvellement. Dans son discours à la nation, à la faveur du nouvel an, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé une grâce présidentielle. 3100 prisonniers vont pouvoir respirer le vent de la liberté. Parmi eux, beaucoup ont certainement la volonté de se racheter face à la société. Direction Bondoukou, les enfants malades de la pédiatrie du centre hospitalier régional ainsi que les nouveau-nés de la maternité viennent de recevoir des kits sanitaires. Ces dons sont d'un cadre de la région. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Les dons reçus par les enfants malades de la pédiatrie du CHR de Bondoukou et les nouveau-nés de la maternité sont constitués de produits sanitaires. C'est un don d'un cadre de la région. Son représentant a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à fréquenter les hôpitaux pour une meilleure prise en charge de leur santé et celle de leurs enfants. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Ces gestes sont les bienvenus et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour les femmes de Bondoukou, particulièrement pour moi. Je pense que ça va nous aider dans nos ménages. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Meilleur vœu à lui. Le conseiller municipal et le surveillant général du CHR ont également exprimé leur gratitude aux donateurs pour ce geste qui va soulager les parents et les enfants. Les 2/3 des candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique ont exigé lundi l'arrêt des opérations électorales. Ces candidats dénoncent une mascarade après la publication des résultats partiels donnant une avance confortable à un outsider proche de l'ex-président François Bozizé. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Dénonçant une mascarade, 20 des 30 candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique se sont associés. Et ce pour exiger l'arrêt des opérations électorales qu'ils ne jugent pas crédibles. Et également parmi les motifs de contestation, la publication des résultats partiels donnant une avance confortable à Faustin Archange Touadéra. Ce dernier considéré comme un proche de l'ex-président François Bozizé. Autant de raisons qui poussent ces candidats à demander l'entame d'une large concertation. Les opérations électorales démarrées depuis le 30 décembre 2015 ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous refusons d'être complices de cette mascarade électorale. Les candidats pour l'instant en tête de la cause, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne figurent pas parmi les signataires. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes le 30 décembre 2015 pour élire un nouveau président et leur représentant à l'Assemblée nationale. Ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 années de violences intercommunautaires qui ont ravagé ce pays. Aux États-Unis, plus de 7 enfants ou adolescents meurent en moyenne chaque jour par balle. C'est ce qui ressort de l'étude menée par Everytown for Gun Safety, une organisation de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. De retour de ses vacances, le président Barack Obama a annoncé lundi dernier la prise dans les jours à venir d'une série de décrets pour lutter efficacement contre le fléau de la violence par les armes. Cette fois, il semble déterminé. Il entend même contourner le Congrès. Abou Sanogo. C'est une véritable enjambée que tentera de faire ce mardi Barack Obama. Contourner le Congrès américain pour faire passer des mesures sur le contrôle des armes. Aussitôt rentré des vacances,
Le locataire de la Maison Blanche promet une batterie de décrets les jours à venir pour lutter contre la violence par les armes. Dans les prochains jours, nous allons mettre en place des initiatives. Nous voulons nous assurer que les gens comprennent bien ce qui peut faire la différence et ce que nous pouvons faire. Aux États-Unis, tout le monde peut s'acheter une arme à feu sans qu'on ne tienne vraiment compte de ses antécédents judiciaires et psychiques. Barack Obama veut en faire une obligation, voire un préalable avant tout achat d'armes. Pour lui, il est temps d'agir. Trop de vies y sont passées. Nous avons des dizaines de milliers de personnes chaque année qui sont tuées par des armes à feu. Nous avons des suicides commis par armes à feu à un taux qui surpasse de loin ce qui se passe dans le reste du monde. Nous avons des fusillades de masse à une fréquence bien supérieure à ce qui se fait dans le reste du monde. Les détracteurs, les républicains, eux, n'apprécient guère l'idée d'outrepasser le Congrès pour parler d'un sujet aussi sensible qu'est celui lié aux armes à feu. Chaque année, ce sont plus de 30 000 Américains qui sont tués par balle et 7 enfants qui y perdent chaque jour la vie. Des chiffres qui font des États-Unis d'Amérique le pays où la mort au bout des fusils reste le plus élevé au monde. Cette image, Barack Obama n'en veut plus, alors qu'il est en fin de mandat qui expire en janvier 2017. Commentaire signé Ben Touré et Abou Oussanogo. Un mot de sport pour terminer. Le Real de Madrid vient de nommer Zinedine Zidane, ex-entraîneur de l'équipe réserve, comme entraîneur principal du club. Il remplace Rafa Benitez, évincé suite au match nul 2 buts partout concédé par les Merengues contre Valence le dimanche 3 janvier dernier lors de la 18e journée. La désignation de Zidane a été officialisée par le président du club Florentino Pérez lors d'une conférence de presse organisée le lundi dans l'antre du club, le stade Santiago Bernabéu, avec pour mission de sauver le Real d'une deuxième année blanche d'affilée. Voilà ce que souhaite le président Pérez. L'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valquet, risque 9 ans de suspension de toute activité liée au football. Il est accusé d'avoir préparé une affaire de revente de billets au marché noir. 9 ans de suspension donc, c'est en tout cas ce qui a été requis contre l'ex-numéro 2 de la Fédération internationale de football, proche de Sepp Blatter. Valquet avait été relevé de ses fonctions en septembre. Le Français, âgé de 55 ans, a écopé d'une amende de 100 000 francs suisses qui a également été requise contre lui. Voilà, bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.